Sous le haut patronage de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, la première conférence minière et présentation d'opportunités d'investissement dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo a eu lieu le 3 mars 2025 dans la ville de Toronto. Cette conférence a regroupé de nombreux investisseurs, chefs d'entreprise et prestateurs de services évoluant dans le secteur privé et souhaitant investir en République démocratique du Congo. Comme il est logiquement impossible de parler minerai sans la République démocratique du Congo, car il est le premier producteur mondial de cobalt avec plus de 170 000 tonnes de cobalt par an. Le cobalt est un minerai essentiel à la fabrication de batteries lithium qui sont utilisées pour la fabrication de nombreux appareils tels que le smartphone, les ordinateurs ou encore le véhicule électrique. Eh bien, la question de minerai est évoquée à plus de 1200 km ici aujourd'hui à Toronto, au Canada précisément. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ambassador of Democratic Republic of Congo here in Canada, His Excellency Mr. Jos Campbell. Là au-dessus, la danse qui s'est déroulée en contrebas, ici où nous sommes. Aujourd'hui, c'est ici où nous nous réunissons, non pas pour admirer de loin, mais pour être au cœur du mouvement, au centre des échanges qui façonnent l'avenir. Nous sommes ici pour une danse plus stratégique, celle du futur de minerais essentiels à notre monde, celle des décisions qui marquent notre époque, celle de visions qui guideront l'avenir des générations à venir. Ce n'est plus un simple spectacle que l'on contemple, c'est une scène où chacun, par son engagement et sa présence, devient acteur de changement. Nous ne possédons pas la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants, comme le dit l'auteur Antoine de Saint-Exupéry. Et ces paroles résonnent particulièrement encore aujourd'hui. La gestion des ressources minières ne peut pas être dissociée de notre responsabilité envers de générations futures. C'est avec cet esprit que la société MD Services, sous le haut patronage de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, nous convie aujourd'hui à ces moments d'échange et de réflexion. Je suis Dorcas Josepha Daniels, votre maîtresse de cérémonie. Originaire de la République démocratique du Congo, un pays qui détient près de 70% de minerais stratégiques mondiaux, je suis fière de faire partie de cette initiative qui vise à mettre en lumière le défi et les opportunités liées à cette richesse inestimable. Aujourd'hui, grâce à la vision de MD Services et son directeur général, M. Didi Modogo, nous avons l'opportunité de construire un pont entre le secteur minier congolais et les investisseurs du monde entier. Plus qu'un acteur, MD Services est un bâtisseur, un catalyseur de croissance, plaçant l'humain au cœur de la mission en investissant dans la gestion et le développement du capital humain. À travers ces programmes, nous voulons non seulement mettre en lumière le défi de l'industrie en RDC, mais surtout souligner l'importance de l'innovation, de la collaboration et du partage de nos richesses au travers d'investissements durables et respectueux des facteurs environnementaux.
car nous le savons, l'exploitation des ressources naturelles aujourd'hui ne peut plus être envisagée sans une approche responsable qui préserve les écosystèmes, garantit un avenir viable aux générations futures. Il est impératif que nous adoptions des modèles économiques intégrant à la fois rentabilité, respect des communautés locales et la préservation de notre planète. Cependant, avant d'aller plus loin dans notre programme, permettez-moi de marquer un moment de recueillement. La République démocratique du Congo est un pays béni par la nature, mais qui souffre encore des affres d'instabilité à l'Est, où des milliers de nos frères et sœurs continuent de subir les conséquences d'un conflit persistant. Pour cela, nous vous prions de vous mettre debout pendant 1 minute. Nous allons partager cet défi que rencontrent nos frères en République démocratique du Congo. Moment de recueillement et pour votre solidarité avec le peuple congolais. Voici comment se déroulera cette journée riche en échanges et en perspectives. Nous aurons les mots des circonstances du directeur général de MDT Service, M. Didi Modogo, et nous aurons, pendant qu'il sera en train de parler, un lunch, et il y aura une intervention de notre invité d'honneur, le parrain de cet événement, M. Marc Bissereau, président et directeur général de BARIC. Et nous aurons 2 panels de 50 et 40 minutes, au cours desquels il y aura des échanges qui seront animés par 2 grands animateurs, notre confrère M. Lusakweno, qui est un journaliste de renom, qui est le directeur général du Top Congo, également avec une professionnelle de l'écosystème entrepreneurial, aussi conférencière, Mme Nana Gobila. Et enfin, nous aurons la clôture et le réseautage. C'est dans cet esprit que j'invite à présent sur scène M. Didi Modogo, fondateur et propriétaire de MD Service, entrepreneur visionnaire qui incarne cet esprit de transmission d'héritage, est-ce qu'on peut l'applaudir? Un homme dont la réussite est aussi celle de toute la communauté et qui aujourd'hui ouvre la voie à une nouvelle génération de leaders. Merci Dorcas. Merci surtout pour votre présence, Monsieur l'ambassadeur, tous les investisseurs qui sont ici. Merci beaucoup. Nous sentons maintenant que la RDC est maintenant debout. Pour y arriver, c'était comme une petite aventure. C'était en 2019. Après au moins 3 participations à Pédale, on a constaté qu'il n'y avait pas un cadre où la RDC était réunie. On a vu beaucoup de petits pays se réunir, parler des opportunités d'affaires. Mais quand on a vu qu'il y a des pays qui n'ont pas même la taille de la RDC, alors on s'est réfléchi à notre ami. Il y a Jean-Jacques Aïe, que je remercie beaucoup, il était parmi les participants. Jean-Jacques était là pour la première fois. Il y a même Dorcas qui était là-bas. Il y a Moubena, il y a Santos, quelques amis. On a essayé un peu de parler, de voir qu'est-ce que nous, les Congolais, nous pouvons faire pour avoir un cadre où on peut parler des opportunités d'affaires en RDC. Nous sommes un pays béni, avec beaucoup de richesses, que nous-mêmes ne voulons pas. Parce que, d'abord, nous sommes d'abord les ambassadeurs de notre pays. Moi, je viens ici dans le business pour chercher des opportunités d'affaires dans le cadre des ressources humaines. Mais aussi, on s'est dit quand même qu'il y a un cadre vide. On ne sent pas vraiment l'aide. Et c'était comme ça que c'était en 2019. Et c'était comme ça en 2020. Il y a M. Mambissot qui nous a parlé. Qui a dit, M. Didi, vous êtes notre partenaire. Vous avez un grand pays et vous devrez venir pour appeler des gens, parler de la RDC, parler des opportunités, de la richesse qui regorge la RDC.
Et la première édition, c'était en 2020. Marc Bissot, merci beaucoup. Et c'était aussi sous l'initiative de M. Mabolia, qui est présent ici. M. Mabolia, merci beaucoup. Et à l'époque, M. Mabolia, qui est devenu aujourd'hui le directeur de CAMI, qui était le modérateur de la cérémonie. Marc Bissot a dit que non, je serais là pour parler de mon expérience de la RDC, de mon investissement à la RDC. Et c'était le départ. L'idée, c'était comment vous rassembler maintenant ici, vous êtes présents, pour qu'on puisse parler des opportunités d'affaires à la RDC. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. La première édition, c'était en 2020. La 2e édition, c'était en 2023. Et aujourd'hui, c'est la 3e édition. Merci beaucoup pour tous nos partenaires qui nous ont soutenus, surtout avec notre parent de cette cérémonie, puisqu'il a dit que vous êtes bénis et puis vous devrez faire quelque chose pour votre pays. Vous êtes des Congolais, vous devrez rassembler un grand nombre de partenaires pour ce pays. Marc, merci beaucoup. Mais surtout pour ce que vous faites encore pour votre pays. Vous avez une initiative de faire des tours du pays en moto, pour essayer de donner des cadeaux partout où vous passez, sans même mesurer les risques. Vous vous êtes donné comme un Congolais. Moi, je vous dis qu'on va vous dire qu'on va vous donner quelque chose pour montrer tout ce que vous faites pour ce pays. Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes des opérateurs économiques congolais, mais nous avons beaucoup de partenaires qui nous soutiennent. Quand je parle de Marc Bissot, on est des partenaires avec lui, ça fait autant d'années que nous travaillons avec le projet Paris. Et le projet Paris, c'est un grand projet que vous tous connaissez. Et c'est avec Marc qui nous a recommandé auprès d'autres partenaires. Là, on montre que nous avons des capacités. Et les capacités que nous avons, ce n'est pas seulement les business chez nous. C'est aussi amener tous les investisseurs pour voir comment ils peuvent venir investir chez nous à RDC. Non seulement avec Paris, nous avons aussi Ivanoé, qui est représenté ici par M. Olivier. M. Olivier. Ivanoé, on a commencé le projet de la sous-traitance avec ces grandes sociétés du pays, qui nous ont confié la gestion des jeunes talents. Imaginez-vous, Ivanoé a eu l'initiative de nous confier cette gestion et d'envoyer ces jeunes en Chine pour une formation. Ils ont fait la formation de au moins 9 mois et sont revenus pour travailler dans la frontière. Puisque l'idée que nous avons ici pour vendre notre pays, c'est d'avoir plus de Congolais qui doivent avoir des capacités pour qu'on n'exploite pas la main-d'œuvre. Nous avons un pays qui a beaucoup de potentialités et nous devons faire de sorte qu'il y ait les mêmes Congolais qui doivent d'abord en profiter. Pour en profiter, il faut d'abord avoir des capacités. Comme quand on a commencé le projet Paris au début, il y a un Marc qui avait une initiative d'envoyer beaucoup de jeunes au Mali pour la formation. Et il y avait beaucoup de formations. Ce sont ces mêmes jeunes là-bas qui commencent à sillonner dans notre mine, comme avec le projet de Ivanoé, pour envoyer ces jeunes là-bas pour faire la formation dans la frontière. Et ils sont retournés au pays pour travailler. Et c'est ça la lutte que nous avons. En tout cas, nous devons beaucoup remercier, puisque quand on parle maintenant, on parle devant tous les grands dans les secteurs privés qui sont ici. Nous avons un pays béni et venir investir chez nous. Moi, je me souviens, je parlais toujours des banques, puisque quand il a commencé à investir au projet Paris, il y a beaucoup qui disaient que c'est un pays qui n'est pas stable. Un pays qui n'est pas stable, et qu'est-ce qu'il a à l'époque? Pour tirer l'éléphant, il faut aller là où il se trouve. Et je crois qu'il faut y penser. C'est vous qui êtes là-bas, qui doit venir au Congo pour investir. Nous avons un pays avec beaucoup de potentialités. Et nous sommes les ambassadeurs de notre pays. Partout où nous passons, nous devons vendre l'image de notre pays. Encore une fois, merci pour votre présence. Je vous remercie. Merci pour ce message très important
Et je pense que chacun a gardé cela dans son cœur et que nous allons passer à l'action. Et nous remercions en passant encore Barrick pour son soutien à ces grands projets. Nous remercions Ivan Noé, grâce à qui nous avons organisé cet événement. Nous remercions également Congo Supply and Oil Services. And I've watched the opportunities come past time and again. And for me, there's a message to all of us in Africa, particularly the politicians. And that is, we have to be more caring about investment. We have to attract investment. You can't harvest without investment. And so often, we just get going and then we harvest, and capital is a very shy commodity, and it leaves. And you can imagine if we had really embraced a new mining code in 2018 and really encouraged new capital into the Congo, how different we would be today. And that is something that I would like to leave with everyone here. You know, the Congo has so many opportunities. It's a country with so many challenges, so it's a natural birthplace for entrepreneurs. And I'm extremely proud of having worked with many of those entrepreneurs in the Congo. And what you see on this slide is our voyage. And it's a fantastic roadmap for anyone. First of all, if you have the courage and the commitment and the partners. Sans plus tarder, je vais inviter sur ce stage Monsieur Christian Lusakweno et Madame Nana Ngobila pour la République démocratique du Congo au Canada à monter sur ce stage. Et nous allons aussi inviter le directeur général de Ivan Noé. Et nous allons également inviter le directeur général de Congo Supply and Oil Services. Bonjour à tous et merci d'être là présents. Je tiens juste à rappeler que nous sommes ici au PIDAC, la première conférence minière au monde. Que nous avons un bon plateau, que je vais faire la partie francophone, Christian Lusakweno Top Congo FM, que ce business lunch est en train d'être diffusé en direct sur Top Congo, à la radio mais aussi sur sa chaîne YouTube. Et que je ne serai pas seul, je parle français, elle parle formidablement bien l'anglais. Je passe le micro à Madame Nana Ngobila Mavangu pour la version anglaise de ce panel. Un panel qui va parler des opportunités avec de très grands orateurs, Nana Ngobila. Merci beaucoup. Thank you so much. I hope you guys are enjoying the food. Yeah. Is it good? Wonderful time. So we're just going to start with Mr. Mark Bristol. I would like to thank you for your introduction and the presentation. And looking at what you said, we have so many questions. One of the questions that I would like to ask you, as an active investor in DRC, I know that there is a unique opportunity in Congo. However, can you please explain to us what makes the country of DRC stand out?
Alors je vais juste, avant que M. Brito ne réponde, traduire pour ceux qui parlent français et pour nos auditeurs qui étaient sur le Congo, quelle opportunité unique selon vous, on parle du Congo Pays Solution, la RDC, où vous avez tant investi et où vous appelez à des investissements, quelle opportunité la RDC offre? So, first of all, it's probably, if you look at its natural resource endowment, it's one of the most endowed nations in the world. If you look at metals and minerals, but also the opportunity for water, power, and agriculture. So it should be able to support itself. You know, it's got two of the key pillars, economic pillars, that the world needs. Natural resources or mining metals, oil, and it's also got agriculture. It has the huge potential to be a tourist destination as well. But the most important endowment that Congo has is its people. And it's the innovation and the energy that average Congolese come with, because they've learned to live and survive on their own, so they're naturally entrepreneurial. And one of the biggest successes for our investments in that part of the country is our ability to train and develop and harness that skill. Because, as you know, it's sometimes difficult to bring foreigners into a country that is as unpredictable as the Congo. So we have managed, and I think I speak for most of my colleagues in the mining industry, the innovation and capability and the education in the engineering faculties around the country are. La RDC est de beaucoup de potentialités, minerais, eau, électricité, agriculture, mais aussi une population très résiliente. Il est certes difficile d'amener des investisseurs en République démocratique du Congo, mais c'est un pays qui regorge de tout. Les autorités congolaises parlent de pays solution. Je ne sais pas si ma traduction est exacte, Nana Ngobila. Ta traduction est parfaite. Très important de comprendre que quand on investit, mais on investit dans un peuple et on ne peut pas investir sans le peuple. Et la résilience est une clé pour l'entrepreneuriat pour pouvoir se développer. Thank you so much. One of the other questions that I have for you, we're talking about people. We're talking about trying to make DRC shine again. What are the key challenges that you met since you started? Quels sont les principaux défis que M. Bristo a rencontrés depuis qu'il a investi en République démocratique du Congo? You know, the Congo needs the enabling legislation, and I think we saw. Well, I know that in 2002, that legislation was very important for Congo. It attracted the first big investments back into the country. And subsequent to that, we've basically made it more difficult to do business by introducing harder legislation. And the 2018 mining code was a disaster. It was a politically engineered code. Au niveau de la régulation, donc il y a le potentiel, mais quand les mesures ne sont pas respectées, c'est très difficile de pouvoir investir. Le potentiel est là, les opportunités sont là, mais quand la législation ne tient pas debout, c'est vraiment un souci pour les investisseurs. But if I need to ask you again, when you're looking at everything that you have accomplished so far, and today if they're asking you to talk to one of the new investors, talking about this project, talking about DRC, talking about the potential, what is the best advice that you're going to provide to them? Quel est le conseil que vous pouvez dire ou donner à un investisseur qui vient à peine de commencer, qui est intéressé de pouvoir s'investir dans les mines? Quel est le meilleur conseil qui peut l'accompagner pendant sa recherche et pendant ses démarches?
You know, I think, well, the first thing is you should get to Congo yourself. Absolutely. Because when you get there, you learn about it. And there's always, there is definitely always a welcome mat in Congo for any business person, any investor. And then, you know, the Congo now has an enormous number of highly qualified partners, experts in logistics, in human resources in the form of MD, there's engineering firms, there's a spread of really competent local business that will support you in your endeavors. And then it's about sitting down and understanding the rules of the game, and I know, you know, the government, the new cabinet of President Felix is probably the most professional team we've seen in the Congo for a long time, with real experts. And so I think that they are all committed to trying to rebuild Congo, and that's a huge opportunity for Congo. We've only looked at the challenges, but you know, the opportunity is we, for the first time, have a well-appointed professional cabinet, which is there to help, and I can say that. And then you've got to start understanding where you want to invest. And really there's many different parts of Congo. Congo is like 5 countries in one. But I think there's plenty of advice. Vous avez bien répondu. L'un des conseils qu'il peut donner à un nouvel investisseur, c'est que premièrement, prenez votre billet, allez au Congo vous-même. Quand vous serez sur place, vous serez capable de pouvoir comprendre les enjeux, comprendre comment le pays fonctionne. Et il a bel et bien souligné que depuis qu'il a commencé à travailler au Congo, le gouvernement en place a amené des experts et travaille très bien. Une chose très importante. Je vous repasse la parole, monsieur. Merci beaucoup, Madame Nana Ngobila. Alors, ces questions, vous pourrez les poser à chacun d'entre vous. On va commencer par vous, Monsieur l'Ambassadeur, même si on serait tenté à plutôt se tourner vers Monsieur Biningo, qui est le responsable africain de l'exploitation d'Ivanhoé. C'est bien ça, Monsieur Biningo, vice-président, vice-président. Tout a été posé à Monsieur Bristow. Monsieur l'Ambassadeur, je reviens à vous. Et Monsieur Biningo, ce serait à refaire. Ivanhoé, le refaire? Investir en RDC? Je suis sûr qu'il y a un plan là-dessus. Pourquoi? Parce que les résultats sont là. Je pense que nous avons 2 projets en RDC pour l'instant. Ces 2 projets qui sont en phase de production. Le premier, Kamwa Kasmuna, qui est le projet phare et qui est, je dirais, l'un des projets ambassadeurs de la RDC, comme c'est le cas pour Kibali également. Le deuxième projet, le projet Kibushi, à 30 km de Lubumbashi, qui est la plus grande mine de zinc en RDC. Donc, plus grande mine de zinc en RDC, plus grande mine d'Afrique de zinc qui se trouve en RDC, troisième plus grande mine de cuivre, Kamwa Kakula, qui se trouve en RDC. Donc pour Ivanhoé, l'investissement en RDC a bel et bien payé et continue à payer. En plus de cela, et là je parle du futur, nous avons misé depuis le début sur l'exploration, la recherche. Kamwa Kakula en a été le premier résultat, je dirais, mais nous continuons à investir assez massivement dans la recherche, dans la zone adjacente à Kamwa Kakula, dans l'espoir de trouver d'autres gisements d'une qualité similaire. La question que tout à l'heure, Madame Ngobila a posée à M. Bristow était sur les principaux défis qui se posent à vous. Je choisirais l'infrastructure de façon générale et je déclinerai en deux sous-rubriques. Infrastructure de transport, ce qui fait que le coût de transport qui pèse sur les projets est assez important. Mais là, le secteur privé, le secteur minier peut être un acteur actif. Et nous l'avons fait, par exemple, sur le
corridor de Lobito, nous jouons un rôle actif pour essayer vraiment d'ouvrir ce corridor comme une véritable alternative au corridor existant. Ensuite, l'électricité. Le genre de projets que nous développons sont très demandeurs d'électricité. Mais là, à nouveau, même si c'est un vrai défi qui existe, le secteur privé, comme Kiban l'a fait, le secteur privé peut jouer un rôle très actif. Nous investissons massivement et de plusieurs façons dans le secteur de l'électricité, dans la génération d'une part, mais aussi dans l'importation d'électricité. Donc, de plusieurs façons, nous essayons d'améliorer la fourniture en électricité dans la zone dans laquelle nous sommes. Les autorités congolaises disent que toutes les difficultés, notamment en termes d'infrastructures, ce sont des opportunités pour les investisseurs en République démocratique du Congo. Vous dites que ce sont vos difficultés, mais c'est aussi des opportunités pour vous. Bien évidemment, et comme je l'ai dit, nous investissons dans ces infrastructures-là, nous finançons, y compris des sociétés étatiques telles que la SNEL, dans la réhabilitation des infrastructures existantes. Mais nous avons aussi un rôle important à jouer pour des développeurs privés de projets d'électricité, où nous pouvons, nous, en tant que consommateurs final, aider ces investisseurs-là à créer des projets qui sont rentables. Donc bien évidemment, c'est des défis, mais comme presque partout au monde, tout défi signifie aussi une opportunité. Donc ce sera à faire, vous le referez, vous le dites, mais pour ceux qui hésitent encore, est-ce que vous comprenez cette hésitation? Vous leur dites quoi pour qu'ils viennent? Je dirais, regardez les exemples qui ont réussi, et vous avez sur le podium pour moi 2 exemples où la réussite n'est pas contestable. Donc regardez les exemples qui ont réussi, mais en même temps, et là je rejoins ce que Marc Bristow a dit, il est important de comprendre le contexte dans lequel vous investissez. De passer du temps sur place, d'analyser la législation, de former les partenariats, mais pour les former, cela signifie aussi que vous devez comprendre qui sont vos interlocuteurs, vos parties prenantes, de la façon la plus large, le gouvernement, que ce soit au niveau national, provincial, local, les communautés qui entourent vos projets, votre pôle d'employés et employés potentiels. Donc c'est vrai qu'il y a un travail à faire de bien comprendre le contexte dans lequel vous allez investir, de comprendre les défis et puis de voir comment pouvoir les tacler. On va revenir sur la législation avec vous, monsieur l'ambassadeur, mais hier, ici au PIDAC, on a constaté qu'il y en a qui se plaignent des entreprises canadiennes, il y en a qui trouvent à dire, et c'est intéressant de vous poser directement la question. Comment rendre l'exploitation plus responsable et durable? Certains vous reprochent de venir au Congo, comment on dit, to make a lot of money and to not deserve. C'est comme ça qu'on dit en anglais, de profiter d'un environnement qui continue de souffrir malgré toutes ces richesses. Je pense que la première victime de cette carrière, c'est le pays. Et je pense que ceux qui visitent certains des projets responsables, et je mets nos projets dans cette catégorie-là, les gens qui visitent ces projets-là, je pense, auront un avis totalement différent. Je pense que c'est une question à poser également à tous ceux qui nous entourent. Je parle des sous-traitants qui travaillent avec nous et qui ont pu grandir leur business grâce à notre opération. Je ne dirais pas seulement grâce à notre opération par rapport à leur qualité, par rapport à leurs efforts, mais aussi grâce à l'opportunité, l'écosystème dont nous sommes une partie importante. Poser la question aux communautés voisines de Kamoa-Kakula qui aujourd'hui, et là je parle des entreprises qui sont détenues à 100% par les membres de la communauté. Et il y a à peu près 1000 personnes qui sont dans les communautés voisines à Kamoa, qui sont investies dans des entreprises qui fournissent à Kamoa, mais au-delà, qui ont des revenus annuels au-delà de 6 millions de dollars. Poser la question à 22 000 personnes qui aujourd'hui travaillent sur ce projet, et donc 22 000 foyers qui en bénéficient. Donc je ne dirais pas du tout que tout ce que nous faisons est parfait. On peut apprendre, et j'ai entendu Marc dire qu'il va venir apprendre à ceux qui sont au Katanga comment mieux forger des partenariats. Donc nous sommes ouverts à apprendre et à faire mieux. Mais je pense qu'il est important d'éviter la caricature. Moi, je poserai une question à M. Goulou.
Merci beaucoup. L'une des questions, c'est que la RDC est au centre de l'approvisionnement mondial. Et je voudrais savoir, au niveau de l'ambassade, quelles sont les démarches que vous faites pour pouvoir jouer un bon rôle, non seulement attirer les nouveaux partenaires ou les nouveaux investisseurs, mais aussi une relation bilatérale entre vous et le gouvernement. Merci beaucoup. Je dois vous avouer que ça fait depuis un temps, sur le plan officiel, l'ambassade a entrepris des démarches avec le gouvernement canadien pour essayer, parce que vous devez savoir que toute coopération doit être fondée sur une base juridique. Et nous avons constaté que depuis un certain moment, il n'y avait pas des accords qui pouvaient rassurer les investisseurs canadiens pour aller investir en RDC. C'est ainsi que nous avons entrepris un certain nombre de démarches et nous avons arrêté ce que nous appelons concertation technique bilatérale pour essayer un peu d'évaluer tous les accords que la RDC a signés avec le Canada, voir dans quelle mesure nous pouvons, disons, adapter les accords qui sont déjà devenus en désuétude et puis éventuellement proposer de nouveaux accords. Nous avons, par exemple, avec le gouvernement canadien, en train de négocier des accords en matière d'investissement réciproque et en matière de minéraux stratégiques. Et je crois que d'ici peu, d'ailleurs avec le ministère des Mines, que j'ai vu beaucoup de responsables dans la salle, au niveau du pays, il y a eu des travaux préparatoires et il y a eu des propositions qui ont été faites pour que nous ayons ces accords. Ça, c'est pour assurer les investisseurs pour qu'ils sachent qu'ils peuvent aller, disons, investir au Congo sans beaucoup trop de problèmes. Mais convaincus du caractère incitatif de notre code minier, l'ambassade n'a ménagé aucun effort dans le sens de sensibiliser et de mobiliser les acteurs concernés par les secteurs miniers. C'est ainsi que nous avons eu à avoir beaucoup de rencontres avec certaines entreprises minières canadiennes, que ce soit des entreprises privées, que ce soit des structures étatiques. Et ça, ce sont des démarches que l'ambassade a entreprises. Et madame, je dois vous dire que c'est depuis une année. Parce que nous sommes arrivés un peu, ça fait 2 ans. Et depuis que nous sommes arrivés, nous avons voulu d'abord mettre en place une base juridique pour essayer un peu d'assurer tout le monde. Formidable. Et je pourrais aussi vous poser une autre question. La transparence et la bonne gouvernance, ce sont des éléments clés très très importants pour rassurer les investisseurs. Aujourd'hui, vous regardant, monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous parler à tout ce peuple et nous dire quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprises à ce niveau-là? Non, mais pour assurer, par rapport à cette question, pour assurer la régulation et le contrôle de ces minéraux dits stratégiques, le Premier ministre a signé 2 décrets. Le décret numéro 19/15 du 5 novembre 2019 portant mesures de sauvegarde des activités relatives aux substances minérales stratégiques d'exploitation artisanale et le décret numéro 19/16 du 5 novembre 2019 portant création de l'autorité de régulation et du contrôle des marchés des substances minérales stratégiques. Dans les secteurs, il faut savoir que ces décrets ont été modifiés et complétés par 2 autres décrets qui ont été signés dernièrement et publiés dans les journaux officiels. Et dans les secteurs artisanaux, pour renforcer l'apport des mines artisanales à l'économie, le gouvernement a mis en place des initiatives visant à normaliser les secteurs. L'objectif est de s'assurer que les activités artisanales soient conformes aux réglementations, permettant ainsi une meilleure traçabilité des minéraux et offrant un soutien aux communautés locales impliquées dans cette activité. Mais aussi, c'est ainsi que le gouvernement de la RDC déploie toujours des efforts de manière à mettre en place un système de traçabilité,
des minéraux pour mieux contrôler les filières aurifères, stanifères et chirifères. Cela vise à garantir que les minéraux exploités dans les pays soient commercialisés de manière transparente et éthique, réduisant ainsi la contrebande et l'exploitation illégale. On va dire que ça c'est la théorie. M. Bristow tout à l'heure parlait de la difficulté du respect des lois. J'étais même étonné quand il parlait de la difficulté du respect des lois. Bon, et évidemment, lui, il est dans les secteurs, mais je dois vous avouer, M. Christian, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, lui-même, il a reconnu tout à l'heure que le gouvernement a mis en place des structures qui sont en train de travailler pour faciliter tous ceux qui viennent investir au pays. Aujourd'hui, au regard des lois qui existent dans les pays, même aussi le fait qu'il y a l'assainissement du climat des affaires, il n'y a pas de raison pour qu'un investisseur puisse hésiter de venir investir au pays. Malgré que le pays est en difficulté, d'ailleurs à cause de nos richesses, à cause de nos ressources, on nous fait une guerre barbare au XXIe siècle, une guerre coûteuse, mais le pays est en train de fonctionner et les activités marchent très bien. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il a dit que si vous voulez venir investir au Congo, il n'a pas de conseils à donner, mais il faut venir et puis constater sur place. Je pense que moi aussi j'ai dit la même chose, il faut venir, aller au Congo et constater sur place. Il y a aussi un autre élément, c'est que la plupart des investisseurs, lorsqu'ils partent en RDC pour investir, ils décident d'y aller, ils arrivent en République démocratique du Congo seul, et ils sont peut-être à la merci de plusieurs personnes. Je ne dis pas que ces personnes ne sont pas de meilleures personnes, mais parfois ces personnes ne leur donnent pas des possibilités pour qu'ils puissent s'engager bien. Mais moi je pense que si ces gens-là passent par la structure officielle, notamment nous sommes ici au Canada, il y a une ambassade qui représente le pays. Je pense que s'ils sont encadrés par l'ambassade, ils ne seront pas pris à la merci de tous les aventuriers, je m'excuse entre guillemets, qui essayent un peu de décourager les personnes qui vont investir en demandant des pourcentages et beaucoup d'autres choses. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement est très déterminé et beaucoup de facilités sont mises en place pour encourager toutes les personnes qui veulent venir investir en RDC. Quel conseil aux investisseurs vous donnerez à ceux qui tomberaient par exemple sur certains décideurs qui ne demanderaient pas le droit pour... Généralement, M. Christian, ils ne tombent pas sur les décideurs, mais ce sont peut-être les intermédiaires comme les avocats. Je sais qu'au Congo, nous avons des meilleurs avocats dans les pays, mais partout où il y a un meilleur, il y a aussi un faussaire. Alors, pour ne pas tomber chez un faussaire, c'est mieux d'être encadré par les personnes qui sont bien habilitées pour essayer de vous orienter et de vous introduire. Donc voilà. Merci beaucoup. Et je poserai des questions. How it started and how you are standing out with all the services that you have. Alors, Serge Boudogo sera le dernier intervenant. Il est le FD Service. FD Service qui se positionne comme leader dans le prestataire de services pour les investisseurs dans le secteur minier. Alors, comment tout cela a démarré? Je ne sais pas si vous avez parlé en anglais ou en français, mais pour les auditeurs, il va falloir qu'on traduise, pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Comment cela a démarré? Comment est-ce que vous tenez ce cap? Thank you for your question. I think I'll speak more about Congo Supply since I'm not the representative of MD Services. So I'm in CSS, which stands for Congo Supply and Services. Basically started about 3.5 years ago. So basically, we mainly operate into 3 different industries: oil and gas, construction, along with mining. So our main focus is procurement and outsourcing, and then we have logistics, of course, and then we have a couple of social initiatives that we also do look into. But I'll speak from a young entrepreneur standpoint because obviously I myself, I'm a product of the diaspora, which is, I went down and studied in South Africa,
Then I went over in the US for college in Boston. And then the most challenges that I feel like young people tend to face, they're scared of taking risks. So when we're in the US or Europe or wherever in the world, we have this sort of conflict that we have within. We're not willing to go back home and try to start up something that can benefit not only yourself, but obviously can be an inspiration for other people. So I feel like for most young people, it's just taking the next step and taking the risk, of course, to go down in the country and obviously try and bring in their expertise from outside and defend the diplomas. Can have a couple of people, they have 3 masters, a PhD, and so on, but they still don't want to go back, give for the community. So I feel like you have to take a risk, as Mr. Mark has spoken, Mr. Olivier as well. This big company went down to Congo to take risk and invest it. So why us, Congolese people, cannot go? Il est ici par rencontre de MD Services, mais de Congo Supply, et il a parlé de son expérience de jeune étudiant qui rentre en République démocratique du Congo pour investir. C'est vrai que son nom se confond avec celui de MD Services, puisqu'il a suivi le bon exemple du père, mais aujourd'hui il est devant plein de challenges, comme tout le monde, comme M. Biningo de Emmanuel Main et M. Marc Bistro de Maric. Et la prochaine question, c'était la vôtre, c'était sur les challenges qui s'ouvrent aujourd'hui à nous. There's a couple of challenges and many challenges that we do encounter, of course, as subcontractors or entrepreneurs. I mean, most of the challenges that stand out is access to capital. Obviously, with banks, it can be tough to get funding from banks. Obviously, the banks want some sort of collaterals in exchange, but of course, they give strict lending of their money. So that's what stands out. So apart from that, I would say also market competition. Market competition also can be very, very tough. But of course, for all challenges, there's opportunities. So, based on what I'm doing, we first start off with supplying PPE, personal protective equipment. But then we felt like we can move on to the next step and the next level on making it ourselves. It's a big challenge, of course, but it was a good opportunity again, not only for us, but also for the women and the local women that we employed and that went through some sort of harsh training for about a year and a half. But then obviously, with all challenges, there are opportunities. But what stands out the most is access to capital. And of course, a lot of people are known, or a lot of young Congolese companies are known for mismanaging their capital, which of course, it's again a learning journey. Quand vous parlez d'un interlocuteur direct, on ne peut pas ne pas penser à cette minute de silence en début de ce business lunch et au fait que, parce que certains peut-être ne vont pas directement chez le véritable fournisseur, des armes congolaises périssent chaque jour. Monsieur Biningo, le dernier petit conseil pour Emmanuel. Je pense qu'il y a 2 thèmes globaux qui sont là pour rester dans la transition énergétique d'une part et la révolution de l'intelligence artificielle. Comme il est possible sans minerais critiques, et la RDC regorge de plusieurs de ces minerais. Il y a une grande diversité de minerais qui sont présents en RDC. Et en plus, il y a une vraie richesse des gisements, et là je parle surtout de la teneur de certains de ces gisements, qui est beaucoup plus élevée que dans certains autres pays.
Donc la révolution, la transition énergétique et la révolution de l'IA sans la RDC est difficile à concevoir et cela devrait être un gage de stabilité et d'opportunité sur l'avenir. Formidable. Et le dernier conseil, M. Moulogo? What is the last advice that you can give? In English or in French? You're comfortable in English or in French? So I feel like I would say diversification. As a country, we got to be able to look at what we haven't invested in. We have to diversify in multiple sectors, and before getting there, we need to create a good and stable business atmosphere for investors. I feel like if we look at our closest neighbor country, Zambia, they're doing a very good job at it with the current administration. But I feel like for us Congolese, we still have a lot of room for improvement, and we really need to attract a lot of investments in order to push our country forward. Merci beaucoup, merci à vous. On va rendre le micro à Madame Dorcas. Vous allez se retrouver dans quelques instants. Vous êtes donc toujours à Toronto, ici au Canada. Le temps que vous soufflez un peu, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je voudrais remercier nos orateurs. Pendant que je vous invite à descendre, pourriez-vous laisser le micro sur la table, s'il vous plaît? Merci.